mes invités d'aujourd'hui concerne toutes les mères de famille. Il s'agit du petit ami de leur fille. Alors doivent-elles l'autoriser à venir passer la nuit chez elle ou au contraire doivent-elles lui interdire la porte d'entrée? Non, ton petit ami ne viendra pas dormir à la maison. C'est juste après votre journal. Restez connectés en regardant la météo sur France 2 avec Dartybox. Télévision, Internet, téléphonie fixe et mobile. Bonjour, un mercredi un petit peu plus calme. Les nuages présents sur l'est du pays en raison de la perturbation sont en train de s'évacuer vers l'Allemagne et vers l'Italie, où on a désormais une forte accumulation de pluie. Et puis à surveiller l'autre dépression qui est en train de se creuser au large sur l'Atlantique, ici donc sur le nord-ouest de l'Espagne et sur le Portugal. C'est cette dépression qui va porter beaucoup d'humidité dans les prochaines heures dans le sud de la France. En attendant, cet après-midi, un ciel qui sera souvent calme avec des nuages plus présents entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. On peut avoir quelques averses. Ciel de plus en plus voilé à l'avant, donc du Cotentin jusqu'aux Pyrénées. Quelques gouttes qui seront déjà de retour en Bretagne. Et puis de l'humidité poussée par le vent d'OTAN sur le Languedoc et sur le Roussillon sous forme de nuages. Surtout les températures pour cet après-midi, entre 14 et 22 degrés. Température plutôt agréable pour la saison. Ça sera encore très très doux demain, avec donc un temps beaucoup plus humide et donc une très nette dégradation, probablement une vigilance sur le Languedoc et le Roussillon avec ces pluies qui seront déjà arrivées le matin. Instabilité également près des côtes de l'Atlantique avec des averses ou des orages. Et puis l'après-midi, on retrouvera donc pas mal de pluie de la Bretagne jusqu'à la Normandie et surtout donc des pluies qui resteront bloquées par les reliefs des Cévennes et qui s'accumuleront sur le Languedoc et sur le Roussillon avec un ciel qui sera quand même beaucoup plus calme de l'Alsace jusqu'à la Côte d'Azur. Les températures pour demain, le matin entre 3 et 15 degrés, douceur sur la côte basque. L'après-midi, température plutôt agréable pour la saison entre 12 et 22 degrés. 22 degrés, ce sera à Ajaccio. Vendredi, l'épisode Cévenol continuera d'ailleurs près de la Méditerranée avec beaucoup d'humidité encore à prévoir sur le Languedoc et sur le Roussillon. Nuages présents dans le sud du Massif central, temps plus calme sur le reste du pays. Samedi, encore des traces de cette humidité près de la Méditerranée, plus de nuages sur l'ouest que dans l'est, où on aura finalement une journée plutôt calme, tout comme dimanche, une journée assez douce dans l'ensemble et des nuages plus présents sur le nord-ouest du pays, un temps plus ensoleillé et heureusement plus sec près de la Méditerranée. On en reparlera tout à l'heure, juste après le journal de 13h. Dans un instant, Sophie Le Saint. Bon après-midi. Restez connectés en regardant la météo sur France 2 avec Dartybox. Télévision, Internet, téléphonie fixe et mobile. Votre soirée sur France 2. Tout le monde descend avec Thierry Neuvik. Je vais rebondir. Puis avec mon carnet d'adresse, je vais trouver du boulot en 2 temps 3 mouvements. Une comédie humaine qui ne manque pas de ressources. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de passer une bonne journée. Michel Blanc, Jacques Chancel, Raphaël Antoven et les écrivains Frédéric Lenoir et Anthony Horowitz sur le plateau d'Elisabeth Chungui. Avec Philippe Lefay, minuit sont plus belles que vos jours. Émission exceptionnelle, votre magazine culturel souffle ses 20 bougies. Tout le monde descend, avant-première, spéciale des mots de minuit. Et n'oubliez pas, les petits meurtres d'Agatha Christie font leur grand retour vendredi soir sur France 2. Je fais ma petite affaire et je m'en vais. Satisfait, lampion ? Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Nous commencerons par cette annonce surprise ce matin du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën. 6000 postes pourraient être supprimés en Europe. Première réaction des salariés dans ce journal et nous serons en direct du siège du groupe. L'avenir de l'euro va se jouer ce soir à Bruxelles. Nouveau sommet européen et toujours des dissensions entre la France et l'Allemagne notamment. Nous ferons le point avec notre correspondant permanent François Baudonnet. Nouvelle campagne de publicité pour la contraception. Elle s'adresse en priorité aux femmes de 20 à 35 ans. Aujourd'hui encore, la pilule coûte cher et chaque année, 200 000 IVG sont pratiquées en France. Nous prendrons l'air à la fin de ce journal, direction les Alpes où on skie déjà durant les vacances de la Toussaint. Jusqu'au 1er novembre, une station ouvre son domaine grâce à son glacier culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Et puis dans les 5 dernières minutes, nous recevrons Delphine Depardieu et Alexandre Brasseur. Ils sont à l'affiche de la pièce Deux filles en aiguille, une comédie réussie à voir en ce moment au théâtre de la Michaudière à Paris. L'annonce a surpris tout le monde ce matin. Le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën pourrait supprimer près de 6000 emplois en Europe l'an prochain. Le groupe vient de publier un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% pour le 3e trimestre. Caroline Thébault et Jean-Pierre Pasteur.
Coup de frein sur l'emploi chez PSA. La direction vient d'annoncer la suppression de 3500 postes en Europe l'année prochaine. 1000 concernent la production, les chaînes d'assemblage, 2500 les services marketing, informatique, recherche et développement. En plus de ces suppressions en interne, la direction va mettre fin à 2500 contrats externes, comme les intérimaires. Un chiffre européen, mais les syndicats évoquent déjà 800 intérimaires en moins pour la France et se disent inquiets pour leur avenir. C'est sûr que ça va aggraver nos conditions de travail, ça va aggraver notre santé à nous et voilà, ça va pas arranger les choses de mettre les intérimaires dehors. Il y a assez de travail pour tout le monde. Selon PSA, il s'agit de faire des économies alors que la concurrence fait rage en Europe. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires sur sa division automobile a baissé de 1,6%. Mais à l'échelle du groupe qui détient un autre équipementier et une banque, le chiffre d'affaires a lui augmenté de 3,5%, soit 13,45 milliards d'euros. Premier constructeur automobile français, PSA avait déjà annoncé des jours de chômage partiel dans ses usines et la fin de 300 contrats d'intérimaires sur le site d'Aulnay. Et en direct du siège du groupe PSA, on retrouve Julien Dupéré. Bonjour Julien. Un nouveau plan de restructuration au moment où le constructeur annonce une hausse de son chiffre d'affaires. On a du mal à comprendre. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Écoutez, contradictoire, c'est en tout cas ce que pensent effectivement les syndicats de Peugeot ce matin avec cette question: comment leur entreprise peut-elle faire des bénéfices d'un côté et de l'autre annoncer des suppressions d'emplois? Alors pour la CGT, ce plan est tout simplement scandaleux et le syndicat dénonce une logique de profit au détriment des hommes de l'entreprise. Du côté de Peugeot, on répond qu'il faut s'adapter au marché économique actuel. Certes, on l'a dit, l'entreprise fait des bénéfices, le chiffre d'affaires de Peugeot est en hausse, mais dans le même temps, les ventes de voitures sont en baisse, particulièrement dans l'ouest de l'Europe, et cela devrait continuer. Voilà pourquoi il y a un plan de suppression d'emplois. Enfin, dernière information, sachez qu'il y a encore quelques minutes, le PDG de Peugeot, M. Varin, s'entretenait avec le ministre de l'Industrie, Éric Besson, pour lui expliquer ce nouveau plan de restructuration d'emplois. Merci Julien Dupéré pour ces précisions. L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr le nouveau sommet européen ce soir à Bruxelles. Les 27 chefs d'État et de gouvernement n'auront pas droit à l'erreur, mais la tâche s'annonce difficile. Il faut trouver une solution pour sortir la zone euro de la crise. Alors quels sont les enjeux de ce sommet? Élément de réponse avec Paul Sansfourche. À quelques heures de l'issue du sommet de Bruxelles, l'avenir de la zone euro reste toujours suspendu à quelques mesures très attendues. Premier enjeu, l'avenir de la Grèce. Endettée à plus de 160% de son PIB, Athènes n'a plus les moyens de rembourser et demande une aide décisive des pays de l'Union. Maintenant, c'est le moment où les Européens doivent agir réellement et efficacement. Les dirigeants ont donc décidé une mise en faillite partielle. En clair, ce serait 50 à 60% de l'ardoise grecque qui serait effacée. Faudra-t-il alors recapitaliser les banques? Pour amortir leurs pertes sur la dette grecque, elles vont devoir augmenter leurs fonds propres, leurs réserves en quelque sorte. On parle de 108 milliards d'euros, mais les négociations se poursuivent. Dernier chapitre, l'avenir du Fonds européen de soutien, le FESF. Son mode de fonctionnement fait l'objet d'un désaccord entre l'Allemagne et la France. Seule certitude, il détient aujourd'hui 444 milliards d'euros. Il devrait grossir au moins 1000 milliards d'euros selon les dernières discussions. Et pour que cela coûte moins cher aux Européens, l'Union devrait recevoir le soutien d'un partenaire de poids. La Chine aurait indiqué aux Européens qu'elle allait abonder le fonds de soutien. Pour sceller l'accord, une rencontre est prévue dans 2 jours à Pékin. On va à présent à Bruxelles où on retrouve notre correspondant François Baudonnet. Bonjour François. Hier, François Fillon parlait d'un sommet crucial. Est-ce que les États ne dramatisent pas trop la situation ? Eh bien non, Sophie, je ne crois pas qu'il y ait dramatisation parce que les informations que l'on a sur les ultimes négociations qui sont en effet en train de se dérouler, eh bien ces informations nous disent que ces négociations sont extrêmement difficiles. Nous sommes maintenant à moins de 7 heures du sommet et personne ne peut dire dans quel sens il va basculer. Cette nuit, par exemple, à Bruxelles, les Sherpas, c'est-à-dire les représentants des chefs d'État, c'est-à-dire ce sont de hauts fonctionnaires, eh bien ont négocié jusqu'à 3 heures du matin. Alors, ces réunions se sont passées dans les
bâtiments du Conseil européen, mais également dans un palace du centre-ville. Et à ces réunions participait le Premier ministre grec en personne et également son ministre des Finances. Il discutait avec des représentants des banquiers, parce que c'est là que le bas blesse, c'est là que les discussions coincent. Les Européens veulent que les banques fassent cadeau, entre guillemets, à la Grèce de 50% de sa dette. Et en contrepartie, évidemment, les banquiers sont en train d'essayer de négocier des contreparties. Il ne faut absolument pas leur forcer la main, sinon les conséquences pour la zone euro pourraient être terribles. Voilà, on en est là. Les discussions se poursuivent. Les Sherpas ont donc l'après-midi pour sauver le sommet européen. Merci François Baudonnet. En Grèce, on va bien sûr surveiller de près ces discussions. On retrouve notre envoyé spécial à Athènes, Olivier Sibyl. Bonjour Olivier. On peut dire que la Grèce retient son souffle aujourd'hui. Mais évidemment, vous vous en doutez, tous les Grecs ce matin ont leurs yeux rivés sur Bruxelles. Et parmi les grands quotidiens, c'est bien simple, il n'y en a pas un seul qui ne fasse pas ces gros titres sur le sommet de ce soir. Regardez, par exemple, Effelotipia, le quotidien de centre-gauche, titre « Bras de fer avec la faillite ». Alors voilà pour les unes de journaux. Sur le fond, eh bien, les choses sont un petit peu plus nuancées. Évidemment, une majorité des Grecs pensent que si ce soir on allège la dette du pays de 50 à 60%, ce serait une bonne nouvelle, ce serait plutôt une bouffée d'oxygène. Mais certains sont aussi inquiets. Ils redoutent en fait que ce cadeau ne se fasse pas sans contrepartie, que ces prochains mois, les contrôles du FMI, les contrôles de l'Union européenne sur le pays s'accentuent, ce qui serait vécu comme une nouvelle humiliation. Et surtout, certains redoutent un énième plan d'austérité, un énième tour de vis budgétaire. Et ça, pour eux, ça serait vraiment insupportable. Les Grecs estiment aujourd'hui qu'ils ont fait suffisamment d'efforts, qu'ils ont suffisamment souffert. Et un nouveau plan d'austérité serait tout à fait inenvisageable. Merci Olivier Sibyl, vous étiez en direct d'Athènes. Et en Italie, Silvio Berlusconi vient de trouver un accord sur la réforme des retraites. Pressé par Bruxelles de faire des efforts, le président du Conseil italien s'engage à effectuer des réformes économiques. L'âge de départ à la retraite pourrait passer de 65 à 67 ans, mais pas avant 2026. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette crise de la zone euro. 6 jours après la mort du colonel Kadhafi, sa famille a décidé de porter plainte pour crime de guerre auprès de la Cour pénale internationale de La Haye. Les circonstances du décès de l'ancien dirigeant libyen restent floues. Une autopsie a été réalisée et les résultats ne sont pas encore connus. La Libye qui va devoir se reconstruire, mais pour l'heure, certains quartiers de Tripoli abritent toujours des partisans du colonel Kadhafi, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux qui ont suivi des patrouilles du Conseil national de transition. Reportage de Franck Genezo et de Philippe Turpot. Le regard inquiet, ils scrutent les rues d'Abou Slim. Ces soldats savent que ce quartier de Tripoli est une ancienne place forte du régime de Mouammar Kadhafi, le dernier quartier de la ville à s'être rendu. Alors ici, les révolutionnaires ne sont pas encore les bienvenus. Tiens, regarde là-haut. Parfois on se fait encore tirer dessus depuis le toit là-bas. Dans cette zone, même si tout semble sous contrôle, à l'évidence, la guerre n'est pas terminée. Reste pas ici, ça craint. Ces soldats sont en fait pour la plupart des étudiants. On allait à l'université, c'est cet enfoiré de Kadhafi qui nous a obligés à prendre les armes. Et si la guerre est officiellement finie, pour eux, l'heure n'est pas encore venue de rendre leur Kalachnikov. On les rendra, mais on veut d'abord s'assurer que la Libye est sûre. Dans un pays où chaque route est encore contrôlée par les militaires, récupérer les armes sera un défi majeur. Les Libyens se sont déchirés pendant 8 mois et les rancœurs sont loin d'avoir disparu. Je n'en veux pas aux anciens partisans de Kadhafi, mais il faut attraper ceux qui ont commis des crimes afin de les juger. Pour certains, la guerre sera bien difficile à oublier. À Sirte, ville restée fidèle au colonel jusqu'à ses derniers instants, des quartiers ont été pillés. Entrez. Les habitants regagnent progressivement leur maison, pleins d'amertume. Les révolutionnaires ont forcé la porte et se sont servis. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur. Quand on revient et qu'on trouve sa maison dans cet état, comment voulez-vous qu'on ne soit pas en colère? Alors, même si certains se veulent rassurants, tout va bien se passer. Nous sommes unis, tous Libyens. On avait juste un problème, Kadhafi, et il est mort. Il faudra du temps pour effacer les traces que la guerre a laissées dans les esprits. Cette réconciliation sera un des défis du futur gouvernement provisoire libyen. Une opération délicate dans un pays où, après 6 mois de guerre et 42 ans de dictature, les rancœurs sont encore tenaces.
Et puis sachez que le chef du CNT demande le maintien de l'OTAN jusqu'à la fin de l'année. L'organisation rendra vendredi sa décision officielle sur la fin de sa mission en Libye. En Turquie, 3 jours après le séisme, la situation est toujours critique pour les rescapés. Le pays vient d'ailleurs d'accepter l'aide étrangère pour organiser les secours. Le tremblement de terre a fait au moins 459 morts et plus de 1300 blessés. Mais il y a encore des miracles qui se produisent. Un jeune homme de 18 ans a été retrouvé vivant sous les décombres, ainsi qu'une enseignante. De fortes intempéries ont touché l'Italie. 5 personnes ont été tuées et 8 sont toujours portées disparues, notamment au nord de la Toscane, où la pluie a fait déborder les rivières et les torrents, provoquant des glissements de terrain et des coulées de boue dans plusieurs villages. On revient en France avec la politique. François Bayrou ne s'est toujours pas déclaré officiellement candidat, mais en tout cas, il occupe le terrain et part en campagne. Il y a 2 jours, il était en meeting à Saint-Étienne, où notre équipe l'a suivi. Thierry Curtet et Antoine Hussert. Stop ou encore? Dans son esprit, aucun doute, ce sera donc encore. Le 3e homme de 2007 visite l'école de design de Saint-Étienne. Ça, c'est un sac? Oui. À la recherche d'atouts hexagonaux pour produire français. Il trouve ici des idées, des arguments pour ses prochains meetings. Il reprend comme un pèlerin son leitmotiv, réunir les bonnes volontés de droite et de gauche. Ce choix de réunir, ça va être selon moi le cadre de la campagne électorale qui vient. Donc il n'y a pas beaucoup de mystère sur votre candidature? Il n'y a aucun mystère. Vous êtes candidat, vous êtes déjà en campagne? Je serai candidat et je donnerai le top départ de cette campagne dans les semaines qui viennent. Un top départ pour la forme, car François Bayrou est lancé pour un marathon électoral. Avec un premier renfort populaire, Jérémy Janot, le gardien de l'AS Saint-Étienne. Et quelle est la ligne directrice, le discours du club à Saint-Étienne? C'est de repartir sur la formation. Son opiniâtreté a donc payé. Jean-Louis Borloo a jeté l'éponge, l'espace au centre est dégagé. C'est devant l'opinion, les sondages, qui se découragent pas. Alors ce sont des sortes de primaires aussi. Les primaires maintenant elles sont finies. L'heure est donc de passer à la vitesse supérieure. Le leader du MoDem s'est lancé dans un Tour de France avec un objectif, faire mieux que la 3e place de 2007. Les suites de l'affaire du Carlton maintenant. Le parquet général de Douai demande le dessaisissement des 2 juges d'instruction lillois chargés de ce dossier. Je vous rappelle que 8 personnes ont déjà été mises en examen, parmi lesquelles le propriétaire et des responsables de l'hôtel, Hakim Abdelkalek et Antoine Hussert. Le milieu judiciaire de Lille en pleine ébullition. L'affaire de prostitution à l'hôtel Carlton ne cesse de faire des vagues. Vendredi dernier, arrêté par ses propres collègues, Jean-Christophe Lagarde, le numéro 3 de la police du Nord, a été mis en examen pour proxénétisme en bande organisée. Quelques jours plus tôt, maître Emmanuel Rigler, un ténor du barreau de Lille, était également mis en examen pour les mêmes faits. L'enquête sur un policier de haut rang et sur un avocat renommé peut-elle être menée par des juges d'instruction locaux? Non, répond le parquet général. Il craint une trop grande proximité entre les différents acteurs, un manque d'impartialité. Il demande que l'affaire soit instruite ailleurs. Colère de l'avocat du directeur du Carlton. Changer les services enquêteurs qui ont travaillé pendant 9 mois sur ce dossier, qui le connaissent par cœur. Changer les 2 juges d'instruction, c'est gagner du temps, c'est repousser l'examen de cette affaire et c'est manifestement enterrer purement et simplement ce dossier. Au total, dans cette affaire, 8 personnes sont mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir mis en relation des prostituées avec d'autres personnes. Un nom est régulièrement cité, celui de Dominique Strauss-Kahn. Il aurait ainsi participé à une partie fine à l'hôtel Murano à Paris, une facture réglée par le directeur d'une filiale du groupe BTP Eiffage. Ce directeur déclare avoir également financé en partie 3 voyages de prostituées à Washington pour d'autres parties fines avec DSK. L'ancien directeur général du FMI a demandé à être entendu rapidement par la justice pour, dit-il, mettre fin à ces extrapolations malveillantes. Une grande campagne sur la contraception est lancée aujourd'hui en France pour sensibiliser les plus jeunes femmes. Il faut savoir que chaque année, 200 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées. La pilule est le moyen le plus utilisé, mais elle reste encore beaucoup trop chère. Reportage de Frédéric Prabonneau et d'Alexandre Moncaillot. Comme 9 jeunes Françaises sur 10, Lise et Marie utilisent une méthode contraceptive. Mais pour des étudiantes de 18 ans, c'est un vrai budget.
Ma pilule n'est pas remboursée, puisque c'est une pilule microdosée, donc qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, donc ça fait à peu près 48 € pour les 3 mois. Quand je dois aller me la faire prescrire, ça veut dire ça implique forcément un rendez-vous chez le gynécologue. Et sachant que mon gynécologue, je paye entre 60 et 80 € à chaque séance, c'est pas toujours évident de pouvoir les avancer et aussi de demander à ses parents la contraception, parce que c'est eux du coup qui les financent. Trop cher, comme Marie, 11% des 18-24 ans ont renoncé dans l'année à un rendez-vous chez le gynéco. Et selon ce même sondage, 7% ont déjà eu recours à l'IVG. Ma cousine est tombée enceinte donc alors qu'elle était mineure. Elle est tombée enceinte alors qu'elle suivait la pilule. Nous le conseiller sans nous dire qu'il y a d'autres trucs, par exemple les implants ou je ne sais quoi. Enfin, je trouve que ça mène vachement à l'IVG. Comment limiter ces IVG et améliorer l'accès à la contraception? Les spécialistes font depuis longtemps les mêmes propositions. Ne trouvez-vous pas anormal que les contraceptions les plus modernes, les plus adaptées, ne soient pas celles qu'on puisse donner à nos jeunes femmes? Et celles que nous aimerions donner à nos filles, on ne peut pas les leur prescrire parce qu'elles ne sont pas remboursées. Ce qu'on aimerait, nous, c'est que les jeunes puissent avoir une consultation, une accessibilité à la contraception de façon anonyme et gratuite. La nouvelle campagne insiste sur l'importance d'une contraception adaptée, mais la sécurité sociale ne rembourse ni la plupart des pilules nouvelle génération, ni les anneaux vaginaux, ni les patchs. Facebook fait encore parler de lui cette semaine. Bonjour Nicolas Lemarinier, vous nous avez rejoint sur ce plateau pour évoquer une nouvelle affaire soulevée par un étudiant autrichien. Oui, effectivement, cet été, Max Schrems s'adresse à Facebook. Il demande à recevoir les données qu'il concerne et qui sont enregistrées par le réseau social. C'est légal, c'est la législation européenne qui le lui permet. Et là, il reçoit l'équivalent de 1200 pages qui contiennent absolument toute son activité sur Facebook depuis son inscription. Alors, c'est l'intégralité de ses discussions instantanées, ce qu'on appelle les chats, ses demandes d'amis, les invitations à des événements, et puis plus inquiétant, des informations qu'il pensait avoir effacées définitivement. Des courriers électroniques, par exemple, qui pourraient lui porter préjudice s'il tombait entre de mauvaises mains. Alors, il accuse aussi le réseau social de collecter des informations sur les internautes qui ne sont pas inscrits sur Facebook. C'est fou. Étrange. Selon lui, lorsqu'on installe Facebook sur son téléphone portable, il récupérerait les adresses mail de vos amis contenues dans votre répertoire pour les inviter à s'inscrire eux aussi. Alors ce sont des accusations toutefois à prendre avec prudence cette fois-ci. Mais alors que répond Facebook sur ça et surtout que dit la loi sur la conservation de ces données qui sont très personnelles ? Très personnel. Alors Facebook explique que les informations sont conservées pour des raisons techniques. Quant au courrier effacé, le site répond que de toute façon ils sont restés dans la boîte des destinataires et qu'on ne peut rien y faire. C'est un petit peu court comme réponse. Alors côté justice, c'est en Irlande que tout va se passer car le siège européen de Facebook est installé là-bas. Alors la CNIL irlandaise va devoir déterminer entre autres si les données stockées sont suffisamment protégées. Le réseau social risque une amende de 100 000 €. Alors attention, c'est à comparer avec les 360 millions d'euros de bénéfices de Facebook en 2010. Eh bien, pas sûr que cela ébranle le géant d'Internet. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations très intéressantes. Merci. Il est 13h18 à suivre dans ce journal. Nous parlerons de la grève au musée d'Orsay, l'un des plus visités de la capitale qui est fermé depuis une semaine maintenant aux grandes dames des touristes. À l'occasion de la sortie du film événement de la semaine consacré à Tintin, nous nous sommes intéressés à tous les fans de ce jeune reporter plein d'énergie. On les appelle les tintinophiles. Et puis le retour des Bleus à Paris, les supporters du 15 de France les attendent en ce moment même à l'aéroport de Roissy où nous serons en direct dans quelques instants. Mais d'abord, cette histoire incroyable d'un homme qui a passé 162 jours à errer en pleine nature dans le massif de la Sainte-Victoire. Âgé de 56 ans, il a été retrouvé le week-end dernier par les gendarmes d'Aix-en-Provence. Cet ancien mineur de Gardanne, endetté, voulait en finir avec la vie. Amira Soulem. Accroché à son père, comme pour l'empêcher de s'enfuir à nouveau. Des retrouvailles après 5 mois d'absence, 5 mois pendant lesquels cet ancien mineur a vécu en ermite, sans donner la moindre trace de vie. J'ai mangé en prenant dans les containers ce que laissaient les enfants des écoles, les randonneurs et ceux qui venaient manger aux tables le week-end. Et je prenais de l'eau à la fontaine du barrage de Bimont, tous les jours. Tout commence en mai dernier. Ses problèmes de famille, ses dettes, Germain Vitalis ne les supporte plus. Il a une seule idée en tête, en finir, se jeter du haut de cette montagne. Mais arrivé au sommet, l'homme hésite, puis finit par changer d'avis. La nature l'apaise. Il décide alors d'y rester. Il y a une semaine, les gendarmes finissent par le localiser. C'est la fin de 5 mois d'angoisse pour ses proches.
Et je suis heureux déjà de savoir mon père en vie. Et j'espère qu'il a pris bien conscience de sa vie à lui et qu'il va avancer et profiter de ses enfants et de ses 4 petits-enfants surtout. Ce père de 4 enfants est aujourd'hui hospitalisé. Rien de bien grave pour un homme qui dit avoir repris goût à la vie. C'est l'un des musées les plus visités de Paris, mais les touristes, nombreux en cette période de vacances, n'auront pas le loisir de découvrir les œuvres du musée d'Orsay. Depuis une semaine maintenant, une partie du personnel est en grève pour dénoncer un manque d'effectifs. Elsa Mandingava et Michael Cario. Devant le musée d'Orsay ce matin, les visiteurs venus dès l'ouverture trouvent porte close. En se rapprochant, ils obtiennent des explications. Ah, maintenant je comprends. Plus de travail, moins de personnel. Depuis une semaine, les salariés de caisse et de surveillance ont voté une grève reconductible. Orsay accueille 10 000 visiteurs par jour, 60% d'étrangers. Certains venus de très loin. Pour eux, la déception l'emporte. On est revenu aujourd'hui, mais ils ne nous disent pas combien de temps ils vont faire grève. C'est très déçu pour nous parce que nous sommes arrivés du Japon très loin. C'est vrai que c'est peut-être justifié. Maintenant, c'est un peu dommage de fermer toute la journée. On aurait pu au moins visiter une demi-journée, ça aurait été bien. Face à la déception du public, les syndicats essayent de le rallier à sa cause. On sait toujours sortir après l'AG pour leur montrer on est avec vous, pour vous, on a besoin à vous. Le musée sans le public, c'est rien. La grève a commencé jeudi dernier, jour prévu pour l'inauguration de nouvelles salles. Le temple des impressionnistes n'a accueilli pour l'instant aucun visiteur. On perd 50 000 € par jour, mais c'est surtout un problème d'image, de notoriété, l'image du service public de la culture est un peu détériorée. Cet après-midi, les syndicats ont rendez-vous au ministère de la Culture. S'ils obtiennent satisfaction, le musée rouvrira dès demain et les touristes pourront profiter du déjeuner sur l'herbe. Le Tintin de Spielberg sort aujourd'hui sur les écrans. Les amateurs de la BD vont retrouver leurs personnages préférés. On les appelle les tintinophiles et ils sont nombreux. Marie-Hélène Bonneau et Olivier Gardette en ont même rencontré sur les bancs de l'Assemblée nationale. Tintin, toujours un incroyable phénomène 28 ans après la disparition d'Hergé. On l'aime tellement qu'on se réunit pour l'honorer, en parler, l'exposer. Eux, ce sont les membres de l'association Les Tintinophiles, c'est nous. C'est le trésor de Rackham le Rouge. Et chacun se reconnaît dans les personnages de la bande dessinée. Après, moi, on me traite souvent de Trifon tournesol. J'ai souvent la tête ailleurs, j'oublie des choses. Peut-être bien Milou finalement, parce que Milou c'est amusant, il est pétillant, il est malicieux, il est... Mais il y a beaucoup plus sérieux. Enfin un professionnel. Nos parlementaires et leur club. Un groupe créé en 1996 par Dominique Bussereau, grand fan de la série. On a eu l'idée ensemble de faire un club avec des députés toutes tendances politiques qui aiment Tintin et de mettre un peu de bonne humeur, d'allégresse, d'humour à l'Assemblée nationale. On fait des choses très sérieuses, mais il n'est pas interdit de temps en temps de rire et de sourire. Mais hier soir, réunion de crise. Ils vont tenter de régler le conflit de la poudrière bord du Rosildave, tiré de la BD. Les causes de ce conflit. Vous attendez un coup d'État, Hubert Védrine. C'est pas exclu, surtout si on arrive à l'attiser. Tous avaient étudié de près le dossier classé confidentiel défense. Au second, au troisième degré, nous allons dire des choses qui sont un mélange d'hommage à Hergé, qui est une sorte de génie. Il a écrit des choses il y a plusieurs dizaines d'années. Le monde a été tourneboulé plusieurs fois. Ça a toujours du sens. Donc c'est pas plus absurde d'être ici ce soir à l'Assemblée nationale pour parler de ça que si on parlait du Thucydide et de la guerre du Péloponnèse. Selon M. Rastapopoulos, l'absence d'elle viendrait de l'usure du temps. Et l'on a même assisté à un coup de théâtre. Après, c'est en réalité Tintin et non le probable futur Premier ministre belge qui est derrière la médiation entre Wallons et Flamands et a réussi à régler la crise en Belgique. Tintin, il réunit les Belges et aussi la droite et la gauche. Il est décidément le meilleur d'entre nous. Le retour de nos rugbymen, les joueurs du 15 de France sont attendus avec beaucoup d'impatience actuellement à l'aéroport de Roissy. Les Bleus seront certainement touchés par l'accueil qui leur sera réservé. Charlotte Gabas et Tatiana Daligo. Pas encore de bleu à l'horizon, mais déjà quelques supporters de choc venus dire 15 fois merci à leur rugbymen préféré. On croyait en eux même dans les moments de doute.
bah oui. Faut leur montrer notre soutien supporter jusqu'au bout. Ils sont pas tout seuls. Il fallait saluer leur retour parce que voilà, cette Coupe du Monde, on se l'est fait clairement voler. Il faut saluer leur parcours. Ils m'ont fait angoisser, douter, mais au final rêver, puis regretter le score final, mais bon, avec les honneurs, donc c'était bien. Le coq a picoré le kiwi. Maillot, ballon, pancarte à faire signer, le comité d'accueil est fin prêt. À des dizaines de milliers de kilomètres, les Bleus ont gagné les cœurs. Mais ici, chacun a son petit chouchou. Allez les Bleus! Thierry Dussautoir, Vincent Clerc et Médard. Nalé, Para, Dussautoir. Ils ont bien joué. Ils ont bien joué, ils ont bien fait en défense, ils ont bien fait de passe. Ils ont bien fait des plaquages. Vincent Clerc. Pareil, Vincent Clerc. Encore une petite demi-heure avant de pouvoir les toucher. Le 15 de France va pouvoir savourer ses retrouvailles avec le public français. Et en direct de Roissy, on retrouve tout de suite Aaron Tanzit. Bonjour Aaron. Les Bleus sont-ils enfin de retour ? Non, pas encore Sophie, leur avion a pris du retard, il devrait atterrir d'ici quelques minutes. Les Bleus vont arriver juste derrière moi par cette porte, mais l'heure de la séparation n'aura pas encore sonné puisqu'ils vont prendre la direction du palais de l'Elysée où le président de la République, Nicolas Sarkozy, les attend. Ensuite, notez bien, à 17h sur la place de la Concorde, les héros malheureux de cette finale vont s'offrir un bain de foule histoire de communier avec leurs supporters. Enfin, ils dîneront une dernière fois tous ensemble dans un lieu tenu secret, hélas. Et là, la belle aventure néo-zélandaise sera vraiment terminée. Mais c'était beau. Merci. Merci Aaron. On voit qu'il y a beaucoup de monde à Roissy. Surtout, n'hésitez pas à intervenir d'ici à la fin de ce journal, dès que l'avion se sera posé. Un mot de football pour saluer la jolie victoire de Marseille lors des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. L'OM s'est imposé 4-0 face à Lens qui évolue en Ligue 2. Des Marseillais qui retrouvent enfin le sourire. Et voilà le but. L'un des 4 buts. Notre feuilleton maintenant et tout au long de la semaine, je vous rappelle que nous sommes en Russie, au cœur du Bolchoï, le célèbre théâtre de Moscou, qui a dû fermer ses portes durant 6 ans pour une rénovation totale dans les règles de l'art et dans les moindres détails. Le Bolchoï où sont formés et se produisent les plus grands danseurs du monde. Même pour un danseur étoile, le final de Don Quichotte est un examen de passage. Une chorégraphie complexe, pleine de virtuosité. Ivan et Natalia ont fait ce soir un sans faute. Le spectacle, ce n'est pas que des sauts et des pirouettes. Le spectacle, c'est un rôle, de l'abnégation, des émotions. Et si cela fonctionne, si cela réussit, le spectacle est alors toujours réussi. Un grand danseur, mais aussi un acteur complet. Voilà pourquoi Ivan Vassiliev est aujourd'hui une étoile dans la tradition des Baryshnikov ou Nureyev. En ce matin d'hiver, la rénovation du Bolchoï se joue aussi dans ce vénérable monastère. À partir d'un carré de tissu de 20 cm sur 20, les artisans vont recréer les tentures d'origine. On a trouvé quelque part sous les teintures cet échantillon, vieux de 200 ans. C'est un original, il est très beau. Alors on a décidé de le reconstituer. Ces métiers à tisser ont été importés de France au XIXe siècle. La possibilité de programmer les motifs fait qu'ils sont parfois considérés comme l'ancêtre de l'ordinateur. On fait le maximum. C'est combien par jour ? Parfois 40 cm de tissage, parfois plus. Là, je calcule à travers cette loupe combien de lignes j'ai fait. Elles ne sont plus qu'une vingtaine d'ouvrières à maîtriser cette technique si particulière. Ce sont leurs tissus qui habilleront les loges du Bolchoï. Au théâtre, justement, il ne reste plus que 4 mois avant l'inauguration.
la salle commence à prendre forme. Et voici un pigment qui imite parfaitement l'or. C'est du bisulfure d'étain, utilisé depuis longtemps dans les icônes byzantines. C'est lui qui va rendre à la salle tout son éclat. Nous sommes samedi, il est 18h30. Michel retrouve sa maman, Anne, pour son seul jour de repos hebdomadaire, le dimanche. Dans la voiture, peu de mots, Michel est fatigué. Ouais, parce qu'aujourd'hui, du coup, elle nous a donné que la barre. La famille vit dans le quartier français de Moscou, Chistik-Roudy. Anne et les 3 frères et sœurs. Tout le monde a accompagné Michel à Moscou et cela n'a pas toujours été facile. C'est vrai que la première année, on s'est dit, c'est pas gagné, dans quoi on s'embarque. Mais bon, voilà. Et maintenant? Ah ben maintenant, heureusement qu'on l'a fait, quoi. On s'était dit, c'était un peu le deal, on s'était dit, on fait 1 an, pour ne pas dire, on l'a pas fait et regretter peut-être par la suite de dire, ouais, on aurait peut-être dû tenter. Dans le réfrigérateur, Michel cherche un petit plaisir. Ce sera un radis. La chasse au kilo superflu est permanente. Les jours passent et une douce nuit de septembre, un homme arrive face au Bolchoï, Xavier Zimbardo, photographe indépendant. C'est incroyable ce temps à Moscou. Bon, ce sera mieux si je remets une carte à l'intérieur. Il a été choisi par les responsables du théâtre pour immortaliser les 6 ans d'efforts. Il a pris plusieurs milliers de clichés à Moscou et au Bolchoï. Je ne sais pas ce que c'est que l'âme slave, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de différent ici. Et ce que j'aime bien à Moscou, c'est qu'on se sent à la fois comme en Europe et à la fois très différent. C'est vraiment un des lieux les plus exotiques que je puisse trouver. Ce soir, Xavier est heureux. Katia lui a donné l'autorisation exceptionnelle d'entrer demain dans le théâtre presque terminé. Et bien sûr, nous allons l'accompagner. Hop, 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 hop. C'est pas génial la vie quand même. Ah. Elle est pas belle la vie et tout ça devant le Bolchoï. Bolchoï, les tsars de la danse, un feuilleton signé Alban Mikosi, Bruno Vignier, Alla Chevalkina et Volodya Sidorov. La suite bien sûr demain. S'adonner au plaisir de la glisse durant les vacances de la Toussaint, c'est possible dans les Alpes. Jusqu'au 1er novembre, une station ouvre son domaine grâce à son glacier culminant à plus de 3000 mètres d'altitude. Et en plus, le soleil est au rendez-vous. Virginie Fichet et Philippe Évêque. La neige taquine à peine les cimes et déjà certains ont des fourmis dans les jambes. Ça va jouer à la bonne humeur. Allez, on y va, on y va. Allez, pousse, pousse, pousse. Dès 8 h ce matin, c'était l'affluence des grands jours aux télécabines. Dans la station encore habillée d'automne, à 1600 mètres, on peine à imaginer que là-haut c'est déjà l'hiver. Mais eux le savent bien. Impatiente, ça me manque. On a hâte d'être sur les pistes. Au pied du glacier, à 3200 mètres d'altitude, ils touchent leur Eldorado. 10 hectares de neige fraîche sur un tapis de glace pour combler l'ardeur des retrouvailles. À cet instant, il faut garder la tête froide, ne pas sécher les préliminaires, se souvenir que la mécanique peut être un peu grippée. Ce qui est important, c'est de bien s'échauffer, de partir et se faire plaisir sur une neige comme ça, c'est top. C'est la première fois de la saison, on fait un stage, donc ça fait du bien de reprendre doucement. On a les pieds qui sont à l'intérieur, la porte qui est là, on l'efface. Ok ? C'est ça le slalom. De toute la France, ils ont convergé vers cette oasis enneigée. Vacanciers, mais surtout club des sports, des environs ou d'ailleurs, des accros venus en découdre avec les prémices de la saison. C'est bien, il y a la bonne neige, il y a un beau tracé, c'est top. Il fait beau en plus, c'est trop bien. Ouais. La neige, le ciel bleu. Depuis cet été, on attend les montagnes, la neige et tout, donc voilà, enfin on va skier. Une avant-saison aux allures de répétition générale. Le 1er novembre, le glacier hibernera à nouveau. Un ultime sommeil avant l'ouverture officielle, le 3 décembre prochain. Ils sont tous les deux des enfants de la balle qui ont reçu en héritage la passion de la scène. Aujourd'hui, ils partagent l'affiche d'une comédie enlevée et bien ficelée. Voici maintenant les invités des 5 dernières minutes. Et ces invités, ce sont Delphine Depardieu, bonjour, et Alexandre Brasseur. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau du Trésor. Vous êtes donc actuellement sur la scène du théâtre de la Michaudière pour la pièce Deux filles en aiguille. Vous êtes Alexandre Brasseur, Big Mac, un Mac patron d'un club de Pigalle, un vrai rôle de méchant, un vrai beau rôle de méchant, j'ai envie de dire. Oui, mais un rôle de méchant gentil malgré tout. Attachant. Hein, attachant, parce que tout ça est pas sans sombrer dans la caricature, tout ça est une farce et on est là pour divertir les gens. En aucun cas
on a la prétention de faire du théâtre ultra figuratif. Non, c'est vraiment une comédie, comme je le disais. Comédie légère, bon enfant, tout public. Donc oui, c'est un patron de cabaret miteux qui est un peu une espèce de crétin des Alpes, délicieusement amoureux de sa petite danseuse. D'Élodie, que vous jouez, Delphine. Et à partir de là va s'enchaîner une série de quiproquos, de rebondissements, et c'est très joyeux. Oui, en fait c'est le principe du vaudeville, hein, puisque toutes les intrigues sont faites sur des quiproquos, parfois grossiers, qui vont s'enchaîner les uns les autres, et c'est ce qui fait que les rebondissements vont arriver et s'enchaîner de fil en aiguille. Alors on va tout de suite, bravo, hein, très, très joli jeu de mots. On va tout de suite regarder un extrait de la pièce. C'est à cause de toi qu'Eric vient de donner à Max son propre pognon qui était dans mon sac mais n'y est plus parce que tu l'as perdu comme un branque sur la roulette truquée de Max. Ouais, je vais trouver autre chose. Il s'est dit que Big Mac ne va pas s'apercevoir qu'il manque une enveloppe. Eh oui, il manque une enveloppe. T'es sûr? Ouais. Je prends le fric. Comment? Et il y a quelque chose qui va pas là, hein, le nouveau. Oh, monsieur Big Mac, il vous manque encore 2000 €. Je sais. Oui, voilà. Et pour finir, Eric est sorti à son tour avec l'argent de Luigi. Alors on t'a présenté Eric en tant que Frédéric. Mais Eric t'a donné l'argent. Mais il ne pouvait pas tout te donner parce que Frédéric avait le reste. Alors Frédéric a donné le reste à Eric après qu'Eric te l'ait donné à toi. C'est simple, non? Vous vous regardiez là, ça vous fait quoi de vous voir? Parce que j'ai l'air bête, moi. C'est vrai qu'il a l'air bête. Donc, vous l'avez dit, hein, il y a les portes qui claquent, il y a quelqu'un qui se cache dans le placard. Oui. C'est du vrai théâtre de boulevard, dans ce qu'il y a de plus noble, bien sûr. C'est ce qui vous a séduit, Delphine? Oui, parce que moi, j'aime beaucoup justement ce genre de comédie où le public est avec nous tout le temps, on l'écoute, on le ressent, et c'est très, très agréable. Effectivement, c'est très attirant, ce genre de comédie. Le théâtre de boulevard, Alexandre, c'est une vraie mécanique, hein, c'est vraiment réglé au millimètre près. Oui, effectivement, c'est très précis. La mise en scène de Jacques Descombes nous inflige cette rigueur, mais c'est plutôt bien d'ailleurs, où effectivement tout est millimétré parce que vous avez des retournements de visage qui sont sur des répliques qui se passent dans votre dos. Et si vous vous retournez au mauvais moment, moi ça m'arrive parfois, vous ratez l'effet comique, quoi. Donc effectivement c'est très précis. C'est comme une partition de musique. C'est chorégraphié un petit peu. Vraiment au millimètre près. Oui. Vous dites que ça vous arrive parfois. Je suis venue vous voir dimanche dernier. Et là sur scène vous avez vraiment eu un vrai fou rire, Alexandre. Est-ce que c'est dur Parce que dimanche, il y avait un monsieur dans le public au deuxième rang. Qui a parlé. Il y avait un énorme silence parce que c'est un moment important dans la pièce où tout d'un coup, Delphine, enfin le personnage d'Élodie me fait une annonce importante et il y a un grand silence. Et au deuxième rang, il y a un monsieur très sourd qui dit « Je te dis que c'est le fils de Claude Brasseur !» Et hyper fort, quoi. Et tout le monde l'entend. Donc je l'ai regardé, j'ai dit « Ouais, il a raison, tu vois, enfin, j'en ai joué, quoi. » Mais du coup, vous avez mis un peu de temps avant de... oui, parce qu'on était vraiment perturbés. Moi, je le regardais. C'est difficile, hein, des fois, c'est surtout derrière, j'ai ma copine Delphine qui doit s'enchaîner un monologue monstrueux. Oui, une grosse tirade. Qui est quand même assez copieux. Et donc je me suis dit, ma pauvre chérie, salut. Voilà, exactement. Il m'a laissé dans cette vous situation. Êtes 6 sur scène au total. Et on a l'impression... On est 7. 7, d'accord. 7, j'ai mal compté. On a l'impression que des jeunes. Et on a l'impression que vous vous amusez vraiment beaucoup. C'est le cas. On s'amuse énormément tous les soirs et c'est vrai que souvent il y a des fous rires en fait. Oui, mais on les pose pas les fous rires, c'est pas le but non plus. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on doit ça. Ça fait partie du truc, quoi. Quand ça tombe, quoi. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un théâtre qui a accepté de 2 saisons de suite de prendre qu'une bande de jeunes à chaque fois, quoi. Et c'est plutôt sympathique. Une bande de jeunes pleine de talent. Oui, pleine d'énergie. Parce que vous avez une sacrée énergie sur scène. Vous êtes comme ça dans la vie, Delphine? Oui, assez, oui. Oui, c'est vrai. Je suis assez énergique, oui, exactement. Quand on joue sur les planches d'un théâtre aussi prestigieux que la Michaudière, qu'est-ce qu'on ressent chaque soir? On ressent, enfin, c'est un honneur, quoi. À chaque fois, on se dit, oh là là, j'ai la chance d'être là, il faut tout donner. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en fait. On essaie de tout donner aux gens qui sont venus là pour nous voir. Et tous les soirs, on regarde la salle. Enfin, moi, je regarde la salle et le théâtre et je me dis, oh là là, quelle chance, quelle chance. Vous vous pincez presque? Presque, genre, j'y suis. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est des théâtres magiques. La Michaudière est un théâtre, fait partie de ces grands théâtres parisiens où vous avez des fantômes qui sont partout dans les murs. Quoi. Les fantômes plus grands qui sont venus se produire ici, les plus grands auteurs, des grands acteurs, grands metteurs en scène. Donc, ça fait partie de ces scènes où vous sentez vraiment l'âme du théâtre français qui vit. En plus, notre directeur, Jacques Crépineau, a pour habitude d'ouvrir une loge qui est tout le temps fermée. C'est la loge d'Yvonne Printemps. Il le fait pour chaque première.
et vous rentrez dans ce lieu et là vous prenez vraiment des ondes. C'est-à-dire que vous avez les téléphones de la mademoiselle, le maquillage, son maquillage, les ses vieilles poudres et tout, et vous avez ça pour vous le soir de la première. Après c'est fermé. Après c'est fini. Mais ça fait, quand vous savez qui est Yvonne Printemps, Sacha Guitry, tout se mélange, il y a quand même tout à coup un parfum qui se dégage et qui est très enivrant. J'imagine bien. Tous les deux, vous avez baigné très tôt dans le monde du spectacle. Vous l'avez dit, Alexandre, hein, fils et petit-fils de comédiens, évidemment, Delphine nièce de Depardieu. Vous avez toujours voulu faire ce métier depuis tout petit? Moi, oui. Enfin, depuis toujours, j'ai voulu faire ça. Quand on est petite fille, on dit bon, je vais être vétérinaire ou danseuse. Moi, ça a toujours été comédienne. Alors, je sais pas. Oui, oui. Eh ben oui. Soit vétérinaire, soit danseuse. Et moi, c'était comédienne. Je ne sais pas s'il y a une influence de cette famille, sûrement, peut-être. Mais c'est une vraie passion, c'est viscéral, c'est dans le bide. Si c'est pas ça, malheureusement, ça peut être rien d'autre. Alexandre, vous aussi, très tôt, ça a commencé? Très tôt, non. Moi, j'étais plutôt parti sur de la peinture, tout ce qui était galerie. Je traînais beaucoup, j'étais un rat de musée. Je regardais votre sujet, j'étais souvent au musée d'Orsay, dans ces endroits-là. Et puis, c'est venu un peu plus sur le tard que Delphine. Moi, la découverte de la littérature en première terminale, où là, j'ai décidé de prendre les choses en main. On va terminer bientôt, mais je voulais vous poser une question, Alexandre. Vous avez dit que c'est un métier où on peut tout vous donner et le jour d'après, tout vous reprendre. C'est un milieu difficile? Très difficile, oui. Où rien n'est gagné d'avance? Jamais. Alors, c'est ce qui fait le charme du métier. Mais je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. J'en ai vu plusieurs, même des grands, des personnes soi-disant arrivées, tombées de haut. Et je pense qu'il faut rester vigilant et respecter son prochain et son métier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de la pièce Deux filles en aiguille. C'est en ce moment au Théâtre de la Michaudière à Paris et on passe un très bon moment. Merci. Merci beaucoup. Comme chaque mercredi, nous avons une pensée pour les otages français toujours retenus à travers le monde. Ils sont 8 selon le ministère des Affaires étrangères. Nous ne les oublions pas. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Philippe Verdier. À 20h, vous avez rendez-vous avec Julien Bugier. Et à minuit, Philippe Lefebvre fête les 20 ans de son émission Les mots de minuit autour de nombreux invités. Très bonne journée à tous et à demain, 13h. Le problème de mes invités d'aujourd'hui concerne toutes les mères de famille. Il s'agit du petit ami de leur fille. Alors doivent-elles l'autoriser à venir passer la nuit chez elle ou au contraire doivent-elles lui interdire la porte d'entrée? Non, ton petit ami ne viendra pas dormir à la maison. C'est dans un instant, dans toute une histoire. On se retrouve sur le plateau de Comment ça va bien avec Édouard, Caroline, Benoît, Isabelle et Valentine. Qu'est-ce que vous faites, Valentine? J'essaye d'exposer mon œuvre, là. Je sais pas où la mettre. On en reparle tout à l'heure? Parce qu'on a croisé des voyageurs qui avaient aussi des valises sous les yeux. Parce qu'on a vu des hommes d'affaires trouver leur bonheur dans seulement 10 mètres carrés. Parce qu'on a vu des couples qui ne supportaient pas d'être séparés plus de 3 secondes. Parce que nous accueillons chaque jour le monde entier, nous améliorons sans cesse notre service. Aéroport de Paris, le monde entier est notre invité. Maman, elle fait le meilleur poulet du monde. Facile avec les papillotes de poulet. Je déplie le sac de cuisson, on met le poulet dedans et le mélange d'épices magie. Je referme, un vrai jeu d'enfant. Et en cuisson matière grasse et sans salir le four. Waouh! Le poulet est si tendre. Et juteux. Pour un poulet tendre et juteux, les papillotes de poulet magie. Magie. Nouveau. Pour un poisson tendre et savoureux, découvrez aussi les papillotes de poisson magie. Pour les lunettes, on se dit parfois, on verra plus tard. Avec Nextcure, vos lunettes, vous les prenez tout de suite. Et vous avez 1 an pour les payer. Et bien sûr, sans intérêt et sans frais de dossier. Finalement, c'est fou comme ça peut être simple de s'acheter des lunettes. Elle est bien ma bouteille de gaz Viséo, hein? Elle est plus légère. Et puis alors, l'installation, même toi t'y arrives. T'as la vie facile, hein? Viséo de but à gaz, la bouteille de gaz légère. Et en ce moment, la consigne est à moitié prix. Profitez-en. Impossible de me débarrasser de mon rhume. Le seul moyen était d'utiliser des mouchoirs. Toujours plus de mouchoirs. Découvrez ProRhinel Spray. ProRhinel Spray contient un antiseptique et un fluidifiant. Un lavage nasal avec ProRhinel Spray facilite l'élimination des mucosités et des agents infectieux. ProRhinel
Prorinel Spray, respirez, revivez. Une innovation Optique 2000. Pour plus de confort, la paire de verres ordinateur à partir de 149 €. Optique 2000. Il démarre sur des chapeaux de roue. Le manteau à l'aveugle, magnifique. Il se jette. Superbe portique à la pêche. Ah, la lampe. Oui, belle réaction. Non, 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 pas dans la poubelle. Oula, quelle erreur. Les lampes ne se jettent plus, elles se recyclent. Déposez-les simplement au supermarché, magasin de bricolage ou chez votre revendeur habituel. Le recyclage des lampes, c'est facile. Tout le monde s'y met. Récilum est un éco-organisme à but non lucratif. Life is so peculiar. You get so wet in the rain. You know it too. You get so warm in the sunshine. Get my suntan. It doesn't pay to complain. I never complain. Life is so peculiar. Nouvelle gamme Open. Votre maison connectée en un seul abonnement à partir de 49,90 € par mois en gardant votre mobile. La vie change avec Orange. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir d'être bien informé et de bien choisir. Le pouvoir de faire de bonnes affaires. Et pour votre crédit, avec Cofidis, vous avez le pouvoir aussi. 2,92% sur 12 mois. Réveillez vos projets sur cofidis.fr. Cofidis, le crédit sous un nouveau jour. Cofidis. Il ne s'est pas exprimé à la télévision depuis 8 mois. Demain soir, Nicolas Sarkozy s'adressera aux Français. L'Europe et la France face à la crise. Après le sommet européen, le chef de l'État répondra en direct aux questions d'Yves Calvi et de Jean-Pierre Pernaut. Et puis juste après, l'analyse, le débat, les commentaires, ce sera sur France 2. À mes côtés, Fabien Amias, chef du service politique. Nos invités, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls et Valérie Pécresse. Soirée spéciale autour de l'intervention de Nicolas Sarkozy. C'est demain soir, en direct sur France 2. Restez connectés en regardant la météo sur France 2 avec Dartybox. Télévision, Internet, téléphonie fixe et mobile. Bonjour, un temps plutôt humide cette semaine et aujourd'hui c'est une journée de pause entre deux dépressions, l'une d'entre elles qui a apporté pas mal d'humidité depuis le début de la semaine sur une grande partie du pays, c'est cette perturbation maintenant qui s'évacue vers l'est du pays, on retrouve tous ces nuages maintenant hors de France et puis à surveiller la nouvelle dépression qui est en train de s'établir ici au large de l'Espagne et du Portugal, qui provoque d'ailleurs pas mal d'intempéries aujourd'hui sur la péninsule ibérique et que l'on retrouvera demain un petit peu plus à l'est et c'est donc le sud du pays qui à son tour sera touché par des pluies qui seront parfois assez continues sur le Languedoc et sur le Roussillon. Aujourd'hui, ça commence uniquement par l'arrivée d'humidité sous forme de nuages, avec le vent d'OTAN à 50 km/h, ciel voilé entre le Cotentin et les Pyrénées, quelques gouttes de pluie déjà de retour en Bretagne, puis un ciel un peu plus nuageux entre le sud de la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, avec parfois quelques averses près des côtes. Les températures plutôt agréables cet après-midi, entre 14 degrés sur le nord, sur l'Alsace, la Lorraine, 15 degrés à Paris, température qui culmine à 20-22 degrés entre Marseille et Ajaccio, donc des températures plutôt agréables. Cela dit, on a eu pas mal d'humidité, notamment sur la vallée du Rhône, sous forme de brouillard qui ont eu beaucoup de mal à se dissiper en fin de matinée. Demain, changement de temps avec donc l'arrivée de cette zone humide sur les côtes du Languedoc, puis sur les Cévennes, et ce sont donc les reliefs qui vont bloquer ces précipitations qui seront continues une grande partie de la journée. Dans le même temps, temps beaucoup plus humide près des côtes de l'Atlantique avec des averses ou des orages, averses qui se renforceront entre la Bretagne et la Normandie, et puis l'après-midi, pas mal de nuages avec des pluies moins présentes sur l'Aquitaine, vent très très fort sur les reliefs des Pyrénées avec des rafales à 100 km/h, et puis un ciel qui sera quand même beaucoup plus calme entre l'Alsace et la Côte d'Azur. Entre les deux, un ciel de plus en plus voilé. Les températures demain matin, elles baisseront surtout sur les régions du nord-est avec un ciel dégagé. 3 degrés entre l'Alsace et la Bourgogne, entre Strasbourg et Dijon, 9 degrés pour Paris et beaucoup de douceur malgré l'arrivée des pluies près des côtes de l'Atlantique. 15 degrés donc demain matin pour Biarritz. L'après-midi, ça remontera jusqu'à 20 degrés à Biarritz. Températures qui culmineront à 15 degrés sur le bassin parisien, 21 degrés pour Marseille et finalement, dans le centre du pays, les températures seront plutôt agréables pour la saison
saison, notamment sur le Massif central, en Auvergne, où le thermomètre affichera des températures comprises entre 18 et 20 degrés l'après-midi, malgré l'arrivée de ces nuages donc par le sud de la région et des pluies qui s'accumuleront davantage sur le sud du Massif central. Ensuite, on surveillera vendredi l'accumulation de ces pluies toujours sur le Languedoc et sur le Roussillon, des pluies qui auront tendance un petit peu à se décaler vers le département de l'Aude, pas mal de nuages sur le sud du Massif central, toujours sur la côte basque, et puis un ciel un peu plus dégagé sur la Bretagne et également dans l'est du pays. Entre les deux, ça restera assez chargé, mais finalement, les averses ou les pluies seront beaucoup moins fréquentes. Le week-end, avec encore des traces d'humidité sur les régions du sud, notamment sur les Pyrénées-Orientales et sur l'Aude, un ciel un peu plus marqué par les nuages sur les régions de l'ouest, alors que dans l'est du pays, là les nuages seront moins fréquents et finalement l'après-midi, on pourra avoir de belles apparitions du soleil. Et puis dimanche, un temps qui va se calmer heureusement en Méditerranée, l'arrêt des pluies, temps ensoleillé de la côte basque jusqu'à l'Alsace avec quelques passages nuageux, nuages plus fréquents sur le nord-ouest du pays. Regardez les températures entre 17 et 21 degrés en moyenne entre le nord et le sud, donc une fin de week-end plutôt agréable. En Europe en ce moment, dégradation du temps sur l'Espagne et sur le Portugal avec des averses ou des orages. Du coup, les températures n'évoluent pas trop à la hausse. Dublin qui a connu de fortes inondations donc retrouve un temps un petit peu plus calme. Et puis les gelées matinales et les températures basses l'après-midi de retour sur le nord-est du continent. En revanche, chaleur toujours près de la Méditerranée avec 22 à Palerme, 18 degrés pour Athènes et 20 degrés pour Héraclion. Et puis terminons par les grandes marées présentes partout dans le monde. En Europe, les plus fortes grandes marées sont à prévoir dans la baie du Mont-Saint-Michel et près de Saint-Malo. Regardez les coefficients de marée très très forts pour jeudi et pour vendredi matin, donc soyez prudents, surtout si vous êtes en vacances. Passez une bonne après-midi sur France 2. On se retrouve ce soir, juste avant le journal de 20h. Bon après-midi. Restez connectés en regardant la météo sur France 2 avec Dartybox. Télévision, Internet, téléphonie fixe et mobile. France 2, partenaire de l'Aventure des Stein. Découvrez l'une des plus belles expositions d'art moderne. Les œuvres de Matisse, Cézanne, Picasso, Renoir et tant d'autres sont réunies dans une exposition événement au Grand Palais jusqu'au 16 janvier. Même code, Coupe de la Ligue. 2 équipes de L1 passent au scanner des 8e de finale. Dijon, PSG. Cet après-midi, dès 16h50 et en direct, flashé pour le foot en clair sur France 2. Lecteur optique de beaux jeux. Retrouvez la Coupe de la Ligue sur France 2 avec Point P. Et avec FDJ. Aujourd'hui dans Consomag, comment faire garder son animal de compagnie. Promener le chien ou rendre visite au chat en votre absence, c'est ce que proposent des gardes d'animaux. Pendant une période de vacances ou ponctuellement, les services sont variés. Comment ça fonctionne? Que faut-il vérifier avant de confier son animal? Le gardien de l'animal a pour rôle de le nourrir, de le sortir, de le faire jouer, et puis bien sûr plein de câlins. Pour être sûr de ne pas confier votre animal à n'importe qui, il faut rencontrer la personne qui va avoir en charge votre animal. Si vous lui confiez chez elle, il faut venir visiter les lieux pour voir où va évoluer l'animal en garde. Et dernier petit conseil, n'hésitez pas à lui poser des questions, savoir s'il a une grande expérience des gardes, et puis s'il a d'autres animaux et la sociabilité de ces animaux. Vérifiez que le gardien de l'animal est bien assuré. Il est responsable en cas d'accident. La garde d'animaux de compagnie est une prestation de service comme une autre. Il ne faut donc pas hésiter à demander un contrat. Dans un second temps, il ne faudra pas hésiter à comparer les prix, voire à négocier avec le prestataire. Sachez qu'il existe un certain nombre d'associations qui proposent de l'échange de services. Ainsi, en contrepartie d'un peu de temps, ils pourront disposer de quelques heures de garde. N'oubliez pas, visitez les lieux où votre animal de compagnie sera gardé en votre absence. Il existe des associations d'entraide de garde d'animaux. Vérifiez que le gardien est bien assuré, il est responsable en cas d'accident. Pour revoir l'émission préparée avec Famille Rurale, rendez-vous sur conso.net.
soir sur France 2, les petits meurtres d'Agatha Christie reprennent de plus belle. Quand je la regarde, moi... Métamorphose Devant son corps de femme... Fulgure au point De papier... Aspiro H Hein? Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller... Stop. Boulet le pic, un partout, la balle au centre. Reprise des hostilités bientôt sur France 2. Si l'amour est une réaction chimique, nous croyons alors que la chimie a de grandes chances de faire de ce monde un endroit plus harmonieux. La chimie œuvre pour que le sparadrap finisse par aimer l'eau, que les familles aient moins peur des factures d'énergie, et même pour que les voitures et les centres-villes cohabitent mieux. C'est pourquoi nous ne créons pas seulement des produits chimiques, nous créons de la chimie. BASF, the chemical company. Voir votre bébé grandir est extraordinaire. Il va développer ses sens pour apprendre à mieux coordonner ses mouvements. Il fera tous les jours de nouvelles découvertes. Et à 24 mois, il aura atteint la moitié de sa taille adulte. Votre bébé va grandir plus en 3 ans que dans le reste de sa vie. Avec les 200 recettes de Nestlé, vous l'aidez à bien grandir. Nestlé, bien grandir, c'est pour la vie. Nouveau d'H2 en 1, pivoine et notes de jasmin. Il envoûte vos vêtements d'un irrésistible parfum qui vivifie vos sens. Découvrez le nouveau parfum de H2 en 1. Logo, c'est chic, chicorée, Leroux. Donnez de la gourmandise à votre lait. Avec la Chicorée Leroux chocolat, c'est parfait. Logo, c'est chic, chicorée, Leroux. Votre soirée sur France 2. Tout le monde descend avec Thierry Neuvik. Je vais rebondir. Puis avec mon carnet d'adresse, je vais trouver du boulot en 2 temps 3 mots. Une comédie humaine qui ne manque pas de ressources. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de passer une bonne journée. Michel Blanc, Jacques Chancel, Raphaël Antoven et l'auteur Israël Horowitz sur le plateau d'Elisabeth Chungui. Avec Philippe Lefay, Minuit sont plus belles que vos jours. Émission exceptionnelle, votre magazine culturel souffle ses 20 bougies. Tout le monde descend, avant-première, spéciale des mots de minuit. Et n'oubliez pas, les petits meurtres d'Agatha Christie font leur grand retour vendredi soir sur France 2. Je fais ma petite affaire et je m'en vais. Satisfait, lampion? Nos invités se posent toutes la même question. Dilemme que chaque parent redoute. Autoriser ou non son enfant à dormir dans les bras de leur amoureux sous leur propre toit. Nadège a reçu une demande bien précise. Qu'est-ce qu'elle voulait cette fois-ci? Qu'il dorme à la maison. Lui? Oui. Donc j'ai dit non. Mais elle a décidé d'y réfléchir. Maintenant je suis entre les deux. Pourquoi? J'ai peur de la perdre. Estelle, elle, a toujours assumé l'éducation donnée à ses enfants. Alors, est-ce que les petits copains sont permis dans votre éducation? N'importe quoi. Laura, de son côté, a dû essuyer un refus. Comment avez-vous réagi? Pas mal. Parce que je la comprends par son passé. Elle a peur que je souffre comme elle a souffert. Laurence, enfin, a pris une décision. J'autorise le petit ami de ma fille à venir à la maison, à dormir à la maison. Ah bon? Oui. Non, ton petit ami ne viendra pas dormir à la maison. C'est toute une histoire, aujourd'hui. Moi, ça m'attriste de voir à quel point on réduit tout ça au niveau zéro parce qu'on vit sous l'emprise du désir. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à mes invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui se sont retrouvées face au dilemme que chaque parent d'adolescent redoute. Autoriser ou non son enfant à dormir dans les bras de leur amoureux sous leur propre toit. Alors, est-ce qu'il vaut mieux accepter, dialoguer et avoir le sentiment de contrôler, ou alors vaut-il mieux refuser, quitte à ce que les amoureux se retrouvent ailleurs? Non,
ton petit ami ne viendra pas dormir à la maison. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et on va commencer cette émission tout de suite avec Nadège. Bonjour Nadège. Nadège, la maman d'une jeune fille de 14 ans. Que se passe-t-il dans la vie de votre fille depuis 2 mois? Elle est amoureuse d'un garçon qui est plus âgé qu'elle, de 2 ans et demi. C'est la première fois qu'elle est amoureuse? Vraiment amoureuse, oui. Bon, et d'un garçon plus âgé? Oui, de 2 ans et demi. De quelle manière vous a-t-elle annoncé qu'elle avait un petit ami? Par SMS. Elle m'a envoyé un SMS pour savoir si elle avait le droit d'avoir un petit copain. Donc je lui ai dit oui. Le droit d'avoir un petit copain? Ça se demande l'autorisation? Bah oui, parce que l'origine, elle a que 14 ans. Donc pour moi, c'est trop jeune. Bon, alors vous avez dit oui ou non? Oui, pour qu'elle sorte, qu'elle sorte avec lui. Bon, alors sortir, ça suppose quoi dans votre tête à 14 ans? Bah juste des bisous, des câlins bisous comme ça. Bah sur la bouche, c'est tout, pas plus. Quand même. Elle a droit aux bisous sur la bouche. Oui. Mais sans la langue. Oh bah ça, j'ai pas posé la question. J'ai pas posé la question. Non. Bon, très bien. Bon, dans la logique, c'est normal. D'accord, mais pas plus. À 14 ans, quand même, Voilà. c'est trop jeune. Bon. Est-ce que vous avez demandé à rencontrer ce jeune garçon? Oui. Et quand je l'ai rencontré, il m'a fait énormément bonne impression. Ah bon, pourquoi? Bah déjà, il est mignon. Il m'a l'air sérieux. Et puis il est posé, il a l'air d'être posé. Donc déjà, ça m'a... Il est poli? Oui, très poli. Il fait des études? Qu'est-ce qu'il fait à son âge? Bah là, pour l'instant, il a arrêté à l'école et puis bon, il cherche du travail. Bon. Et puis bon, ma fille, elle, par contre, elle a continué l'école. Ils ont des projets déjà tous les deux? C'est un peu tôt quand encore, même, là, oui. 2 mois et demi. Non, c'est pas encore. Alors, 1 mois après ce premier SMS, votre fille vous a demandé à nouveau quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voulait cette fois-ci? Qu'il dorme à la maison. Lui? Oui. Donc j'ai dit non. Ah bon? Pourquoi? Non, du tout. Bah, parce que déjà, elle est trop jeune. Et puis bon, le fait aussi que s'ils dorment ensemble, ça peut aller très loin. Donc la peur que ça aille trop loin, puis qu'il y a des... Bon, et si ça va trop loin, ailleurs qu'à la maison? Non, déjà, elle n'ira pas ailleurs avec lui. De toute façon, c'est à la maison. Ah bon? Voilà. Vous en êtes sûre? Ah oui, du tout, parce que j'ai énormément confiance en ma fille. On a un lien que j'ai toujours rêvé d'avoir et qu'on a, justement. Que dit votre mari? Ah, lui, c'est nom d'office. Vous avez plusieurs enfants? Oui, j'ai ma grande donc, qui a 14 ans. Mon petit garçon, c'est la fille aînée, voilà, c'est la fille de son papa et il est hors de question. Ah oui, c'est la première, donc il ne faut pas toucher. C'est ça. Donc lui, il l'a vu de quel œil, ce jeune homme? Bah, la première impression, comme moi. Gentil, poli, serviable. À condition qu'il reste à distance. Voilà, c'est ça. Très bien. Vous attendez quoi de notre émission aujourd'hui? Bah, d'avoir énormément de réponses dans le fait que si c'est moi qui est trop vieux jeu ou alors parce que pour moi elle est trop jeune et puis je préfère attendre 16 voire plus et qu'elle n'ait pas de relation sans être protégée, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude en tant que parent? Est-ce qu'on doit dire oui? Est-ce qu'on doit encadrer? Voilà, est-ce qu'on doit prendre le risque de dire non et qu'ils partent voir ailleurs ou faire ce qu'ils ont à faire ailleurs? Ah, c'est clair. Autant de questions que vous posez aujourd'hui. Oh oui, énormément. Je suis complètement dans le doute. Alors, vous êtes consciente que l'éducation est différente aujourd'hui, que l'époque est différente. En tout cas, oui, la génération, oui. Vous avez reçu quelle éducation? Bah, ma génération, disons que la génération de nous maintenant, on était... moi, j'étais plutôt dans l'écart. Et puis, bon, nous, à notre époque, on prenait le temps. Maintenant, la génération de maintenant, ça va trop vite. C'est-à-dire que vous avez rencontré votre futur mari à 12 ans? Oui. Pardonnez-moi de vous poser cette question comme ça, mais vous avez consommé à quel âge? 22 ans. Ah oui. Oh, vous avez attendu 10 ans? Oui. C'est pas trop long? Ben non, puisque à part lui, j'ai jamais connu d'autres, donc pour moi, c'était tout à fait normal. Il est temps d'ouvrir notre première partie, le choc des générations, et on va saluer Estelle. Bonjour Estelle. Estelle qui réagissait déjà à vos propos. Alors on va en savoir plus sur l'éducation que vous avez vous-même reçue de la part de vos parents, Estelle. J'ai reçu une éducation stricte.